Bonjour à toutes et à tous, c'est Irisvel et vous écoutez Et toi tu joues, le podcast qui retrace le parcours des personnalités féminines de l'e-sport. Ce podcast vous est proposé par Francisport, Gamer et Women in Games. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Iris Elvazis, également connue sous le pseudo de Callisto. Précédemment passée par Millennium ou encore Eclipsia, des noms qui ne sont pas inconnus des fans d'e-sport, elle a occupé de nombreuses fonctions, comme rédactrice, manageuse ou bien encore chargée de projet. Aujourd'hui, présidente de WSC Group, elle est l'une des rares femmes dirigeantes de l'e-sport français. Hello Iris, comment tu vas ? Ça va bien, et toi ? Merci beaucoup pour l'invitation. Moi ça va nickel, merci d'être avec nous. On va passer une petite heure toutes les deux pour essayer d'apprendre à te connaître et puis découvrir un peu comment t'as fait pour en arriver là où tu es aujourd'hui. Okay. Et donc du coup la fameuse question du podcast, et toi tu joues ? Qu'est-ce que tu répondrais à ça ? Oui, peut-être trop, maintenant pas à dépendre de mon travail mais à dépendre de mon sommeil. Donc oui, trop, trop malheureusement. C'est compliqué. C'est quoi ton premier souvenir de jeu que t'as eu Le premier souvenir, je pense, vraiment réel, Tomb Raider. Les Tomb Raider. La série des Tomb Raider que je faisais avec mon père en cachette de ma mère. On se relevait le soir et on allait dans la pièce où il y avait le PC et on avait la solution. On regardait avec une petite lampe et on regardait la solution complète. Ouais, Tomb Raider, je pense. Les premiers vrais souvenirs de jeux vidéo Tomb Raider, après Smash Bros avec mon frère, tous les jeux Nintendo et surtout les jeux en ligne. J'étais assez vieille, j'avais 19 ans. Et les jeux en ligne avec mes colocs pendant mes études où là ça a changé complètement ma pratique du jeu vidéo quoi. Ouais, c'était tout à fait autre chose, t'as découvert le monde du jeu online et là c'était fini quoi. Ah ouais, c'était fini, j'ai découvert le monde du jeu online, j'ai découvert l'édito autour, j'ai découvert les médias, j'ai découvert l'influence et là je me suis dit waouh. Ah ouais. Et c'était il y a 12 ans quoi, 13 ans. Ouais, ça date un peu. Et ton père, du coup, c'est lui qui t'a fait découvrir tout ça ? C'était un gamer déjà, lui Je sais pas si on peut dire gamer, parce qu'il n'y avait pas vraiment Enfin, c'était pas une catégorie, tu vois, moi j'ai 33 ans. Quand j'en avais 10, c'était il y a 20 ans, quoi. Il y avait pas, c'était pas trop ça à l'époque. Mais je sais que j'ai toujours eu... il y avait toujours eu chez moi une Game Boy avec le Tetris, tu vois, la Game Boy originale. Quand Pokémon est sorti, j'ai joué sur Pokémon, tu vois. Enfin, j'ai toujours été assez... je me souviens plus exactement comment ça se passait. C'est pas moi qui demandais, je pense. Mais je pense que mon père était lui-même, je pense, intéressé par tout ça et au final les achetait un peu pour lui et pour nous. Ouais, quoi. et puis comme tu dis, t'avais un frère, t'avais peut-être des sœurs ou d'autres personnes dans ta famille qui jouaient ou... Non, j'ai Ok. 2 petits frères en fait. Et par contre, eux, ils sont devenus très accros. Le premier surtout sur des jeux Nintendo, puis avant de passer sur Counter-Strike. Et l'autre, beaucoup de FPS. Mais du coup, après, ouais, on a eu une GameCube, tu vois. Une Nintendo 64 d'abord, une GameCube. Et au final, tu joues à des jeux, tu commences à prendre plaisir à la compète. Mais il y a toujours cette limite où il faut des gens pour jouer avec toi, quoi. Ouais, c'est sûr. Et puis après, t'arrives, et tu découvres le monde en ligne, et là, t'es en mode waouh. Et là, ouais, ça change tout, tu peux jouer tout le temps, et du coup, tu joues tout le temps. Et ça se passait bien quand même au niveau des études avec tout ça, ou comment ça s'est un peu déroulé ? Ouais. Du coup, moi, mon lycée, je l'ai fait sans jeux vidéo, ou alors avec des jeux vidéo, mais en local, tu vois, avec mes frères, avec mes potes, avec... tu vois, je me souviens quand je partais à 17 ans avec mes potes, on emmenait la Play, tu vois. Et on jouait à FIFA, et on jouait à des jeux comme ça, tu vois, mais pas en ligne, donc ça m'a pas trop emmerdé dans mes études du tout. Après, j'ai découvert WoW quand j'étais en 2e année de fac, après avoir joué à Conquête, qui est un jeu vidéo en 2D... que personne ne connaît mais qui était trop bien et là ça a commencé à se compliquer quoi. Du coup j'étais toujours très intéressée par les études, j'avais beaucoup de facilité dans mes études, j'ai une bonne mémoire donc ça aidait beaucoup. Et du coup on va dire que ça m'a pris le temps des activités extrascolaires, là où mes potes allaient beaucoup boire des verres etc. Moi en fait quand je rentrais j'allais jouer aux jeux vidéo. Du coup ça n'a pas touché à mes études, ça n'a pas touché au moment où je travaillais, où je donnais des cours, où j'avais d'autres boulots à côté. Mais ça a touché à mon temps social, par contre, à la fac. Ça, c'est sûr. Ouais, et quand tu étais petite, est-ce que tu faisais des activités culturelles, du sport ? T'avais d'autres loisirs à côté de ça ? Ouais, beaucoup. Du coup, je jouais peu, au final, pas en ligne comme maintenant. Je fais du piano. J'en fais toujours, d'ailleurs, depuis longtemps. Depuis que j'ai 7 ans, je pense, un truc comme ça. Donc j'aime beaucoup, j'en fais toujours, ça me détend. Je faisais du volley, beaucoup de volley et d'équitation, beaucoup. Et ma mère était agrégée de lettres modernes et quand j'étais petite, elle préparait sa thèse et son agrégation. Et en fait, elle m'emmenait au théâtre tout le temps.
Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc en fait, j'ai une vie jeune où j'ai été pas mal à côté de d'une culture diverse, tu vois, en gros. Ouais, ultra varié. C'est ça. Et c'est pour ça qu'en fait, quand j'ai découvert le jeu vidéo, je savais que j'aimais vraiment ça, quoi, parce que j'avais été, tu sais, en contact avec le théâtre, la musique, j'ai fait de la danse, j'ai fait du sport, vraiment, j'ai fait beaucoup, beaucoup de sport. Et au final, quand j'ai découvert le jeu vidéo, il y a rien qui m'a activé mon cerveau à ce point-là, en fait. Rien. Donc, je me suis pas pris la tête, ou je me suis pas demandé, voilà, est-ce que ça va me prendre du temps sur autre chose, est-ce que je rate un truc, ou pas du tout. En fait, j'avais déjà fait tout ça. Donc, je me suis dit, bon, go, quoi. Ouais, t'avais un peu tout testé et t'as trouvé vraiment le truc qui faisait que tu voulais passer pas mal de temps et qui te plaisait de ouf, quoi. C'est ça, et vraiment qu'activer mon cerveau. Tu vois, quand je rentrais chez moi, alors ouais, le sport c'est cool, quand j'allais aux entraînements de volley et tout, c'était cool, mais au bout d'un moment, plus tu montes dans les études, plus c'est compliqué de faire des compètes de volley, ça te prend beaucoup de temps, tu vois. Du coup, et pareil, l'équitation, c'est encore pire. Ouais. Il y a le temps de préparation de cheval, etc. Enfin, c'est pas possible. Donc, au final, c'est des activités que tu fais moins, ou que tu as moins l'occasion de faire parce que tu as moins de demi-journées de libre, tu vois, et tu as moins de récurrence. Et puis, tu commences à avoir une vie à côté, tu travailles, tu as des choses, donc tu cherches des divertissements et des occupations qui sont des occupations qui sont là sur 1 heure ou 2 heures le soir. Et moi, regarder la télé, ça m'ennuyait. Lire, c'est bien, mais j'aime bien lire au soleil ou dehors. Je suis pas du tout une personne qui lit avant de m'endormir, genre j'aime pas. C'est pas mon truc, quoi. Du coup, je m'ennuyais vite et c'est le seul truc qui vraiment m'activait mon cerveau et me faisait, la compète c'est marrant. Moi j'en fais toujours, tu vois, sur du jeu vidéo. J'aime bien tout ça. J'ai besoin d'un enjeu pour faire des activités. Ouais, parce que du coup, la compétition, c'est quelque chose que t'as connu déjà avant dans le volley et qui s'est continué après via les jeux vidéo. Bien sûr, et quand je faisais du piano, je faisais des auditions aussi. Ah, ok, super. Ouais, tu vois, j'ai toujours été... j'ai été dans une classe, en fait, et c'est ça qui m'a fait beaucoup être comme ça, et mes parents aussi, qui ont été... qui ont toujours accepté que je sois un petit peu... enfin, même pas un peu hyperactif, quoi, et qu'il fallait me feed tout le temps, tu vois, de contenu, en gros. Et, mais quand j'étais petite, en fait, j'avais un profil assez compliqué, et il y a une classe qui s'est montée, qui était une classe pour personnes un peu comme moi, qui allaient vite, et qui était du coup pas du tout sérieux en cours. Parce qu'il y a deux profils, t'as les gens qui sont très sérieux en cours, et t'as d'autres gens qui sont pas sérieux du tout, mais qui comprennent bien. Donc ils ont créé une classe où je suis restée pendant 6 ans avec la même promo, donc de la 6e à la seconde. La seconde qui était une sorte de classe de réinsertion dans le monde réel, tu vois. Okay. Et dans cette classe, en fait, on a... J'en ai quasiment jamais parlé de ça. Et dans cette classe, on a... en fait, on avait moins de cours que les autres, on avait le même programme, mais on le faisait plus vite. D'accord. Et en fait, on nous tu vois, sollicitait, on nous piquait avec des activités extrascolaires. On avait une option obligatoire de patrimoine pour la France, on faisait beaucoup de sport, on partait en voyage. Et en fait, j'ai eu la chance d'être dans cette classe parce qu'au début, je pensais que c'était horrible parce que j'étais qu'avec ce qu'on appelle des geeks maintenant. Mais en fait, c'était trop bien parce que j'ai eu la chance d'être soumise et d'être stimulée, tu vois, énormément quand j'étais un âge jeune, dès mes 11 ans. Et du coup, ça m'a permis de découvrir le monde autrement que par l'école. Puisque j'avais pas cours le mercredi, pas cours le jeudi, c'était des horaires réservés à des activités annexes. Ouais, c'est une façon d'étudier vraiment ultra différente et il y a dans plusieurs pays, ça se fait, ou peut-être plus c'est l'après-midi, tu vois, où les étudiants ou les jeunes, ils ont des activités extrascolaires. Je sais qu'en Allemagne, moi j'avais pu tester ça et c'était hyper intéressant de découvrir d'autres choses. J'avais découvert la danse de salon, ce genre de trucs que j'aurais jamais découvert en France. Et c'est pas du tout la même manière d'enseigner. C'est vrai que ça ouvre l'esprit d'une autre manière, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, on a eu, quand tu parles de l'Allemagne, c'est exactement ça qui se passait. On a eu un échange avec une classe allemande pendant quasiment 3 ans. Et justement parce que eux aussi étaient sollicités différemment. Et on allait très souvent en Allemagne, ils venaient très souvent en France, et ils venaient en France du coup sous le rythme de ma classe. Et c'était vraiment, honnêtement, il devrait y avoir plus de classes adaptées aux différents profils, qu'elles soient dans ce sens-là ou qu'elles soient dans l'autre sens, tu vois. Ouais, parce que tout le monde n'est pas forcément adapté juste à étudier de 8h à 18h. Des fois, de se concentrer tout le temps, c'est quand même assez dur pour certains enfants pour lesquels c'est pas du tout adapté en fait. Bien sûr. Mais on n'en entend pas beaucoup parler de ces classes-là, justement. Enfin, pourtant, ça fait quand même quelques années que tu as fait ça et ça n'a pas trop évolué. Non, parce que c'était une dame qui avait fait ça dans ma ville. Je me souviens plus de son nom, mais c'était une dame qui avait un enfant qui avait le même système d'apprentissage que les gens qui étaient dans cette classe. Et du coup, elle avait senti le besoin de créer cette classe. Et c'est une classe qui n'était pas vraiment...
c'était l'initiative personnelle, tu vois. Ouais, je vois. Évidemment, soutenue par l'État, j'ai pas les détails, je me souviens pas, j'étais jeune, quoi. Mais c'était une initiative personnelle, et je sais pas si cette classe existe toujours d'ailleurs. Mais oui, c'était très intéressant, mais pour la petite histoire, oui, tout le monde ne réagit pas pareil. Moi, quand je suis rentrée à l'école, j'étais très jeune, et à 2 ans. Et du coup, on m'a dit, bah non, elle est ingérable parce que quand c'est l'heure de la récré, elle veut pas sortir en récré, elle veut finir ce qu'elle est en train de faire. Mais du coup, dans une classe avec 15 enfants de 3 ans, ça pose problème, tu vois. Bah oui, c'est sûr. Et du coup, très vite, t'es dans un système où en fait, c'est juste que t'as pas la même façon d'apprendre que les autres, c'est tout. Et ces classes-là devraient exister plus, et je pense que c'est vraiment ça qui m'a fait, tu vois, être sollicitée. J'avais des bons profs, j'avais des profs qui s'intéressaient à ce qu'on pensait, à nos avis. Enfin, c'était vraiment bien, honnêtement. De toute façon, c'est hyper important quand t'es enfant, tu te construis énormément sur ton parcours scolaire en fait. C'est-à-dire que tu vas avoir des super profs, un super prof d'histoire par exemple qui va donner la passion de l'histoire. Tu peux peut-être potentiellement plus tard faire des études là-dedans parce qu'il t'a passionné. Exactement. Et au contraire, avoir un prof de maths qui est horrible avec toi et ça se passe pas du tout bien, du coup ça va peut-être un peu te dégoûter. Mais ça revient énormément ça. De toute façon, il y a beaucoup d'adultes qui vont te dire ça. Moi, j'ai fait ces études-là parce que j'ai eu un prof qui m'a donné la passion de ça, ou les parents. Bien sûr. Donc ça joue énormément le fait. Non, t'as raison. Hein. T'as raison, et puis pour bien préciser, cette classe n'était pas payante. Hein. C'était une classe intégrée dans un lycée généraliste. Hein. Ok, d'accord. Et du coup, ça s'est passé comment au lycée? Parce que tu dis qu'en seconde, t'as eu une année un petit peu... De réinsertion, ouais, en fait, ils ont géré avec nos lycées, et on était depuis 4 ans avec les mêmes personnes, tu vois, dans un rythme spécial et tout, et là on retournait dans un rythme normal et tout, donc ils nous ont remis tous ensemble, en fait. D'accord. Dans une classe au lycée, et ils nous ont mis le même rythme, et tous ensemble, tu vois. Et petit à petit, après, on s'est séparés. À l'époque, c'était encore S, E, S et L. Et à l'époque, on a été séparés, et après, on a été séparés dans les classes, et instantanément, dès que j'ai été séparée en S, je suis plus allée en cours. Ah ouais, ça t'a complètement décroché totalement. Bah ouais, il y avait trop de cours, c'était trop long, je me faisais chier. Bon. Pas du tout adapté, quoi. Pas du tout adapté. Voilà. Ça prouve que, bon, c'est peut-être pas forcément l'enfant, quoi. Toujours, ouais, c'est tu sûr. vois. Donc voilà pour la petite histoire. Et donc après, bah du coup, je m'ennuyais à la fac normale. Et là, j'ai découvert le jeu vidéo, tu vois, ça devient logique. Et là, ça a changé... Ça a changé ta vie. Bah ça a continué de m'éveiller, quoi. Ouais. Parce qu'à la fac, t'as choisi du coup médecine, c'est ça? Alors, j'ai fait médecine, ouais. J'étais ce qu'on appelle reçu-collé. Ah, je vois pas du tout ce que c'est. En gros, c'est ta médecine, mais t'es pas assez bien classé pour rejoindre les places de médecin. Mais du coup, après, tu peux choisir kiné, sage-femme. Non, t'avais pas pharma. Je sais pas, peut-être maintenant. Moi, à l'époque, c'était 2 concours différents. Ouais, c'était 2 différents à l'époque. Comme ostéo, je sais même pas si c'est dedans maintenant, mais nous, il y avait que kiné, sage-femme et médecin. Ok, d'accord. Et dentiste. D'accord. Et du coup, tu pouvais choisir ça. J'ai pas eu envie de choisir ça. À la place, j'ai choisi des années données de fac. En gros, ils te donnaient des équivalences. Ok. Je suis allée en fac de biorecherche. J'ai adoré mes profs. J'étais dans une super fac, mais je pense que j'avais besoin de réalité. Tu vois. Les cours, c'est passionnant, c'est génial, mais... Théorique. Passer ma vie dans un labo, je respecte autant, tu vois, je me renseigne encore sur les avancées scientifiques et tout, parce que ça m'intéresse énormément, autant j'en aurais pas fait mon métier. Voilà. Ouais, je vois tout à fait. Du coup, je suis partie en option enseignement, et puis avant de passer mon concours, je me suis laissé du temps pour rentrer dans le gaming professionnellement, quoi. Et du coup, comment t'as découvert le milieu de l'e-sport? Fur et à mesure, je pense, je jouais à WoW. Du coup, on est dans une guilde, on a commencé à vouloir stream avec Poncefest, avec Zulux. Moi, je streamais pas. J'écrivais des articles sur un Facebook que tu peux encore trouver, je pense, de résumés de compte rendu de LCS, tu vois, sur un Facebook. Et du coup, comme ça, tu vois, j'ai commencé à m'intéresser à la compète. Je me disais, putain, c'est génial, il y a des transferts, il y a des trucs comme ça. Oh, le média, et puis à côté de ça, il y avait l'influence et tout. Et en fait, je me suis bien plus intéressée à ça. Et après, j'ai commencé à faire moi-même un peu, tu vois, à prendre goût et à comprendre pourquoi ça intéressait autant les gens. Et puis voilà, quoi. Et je l'ai découvert, majoritairement par les sites web à l'époque et par le stream. Je pense que Eclipsia a été... Eclipsia et AA ont été des bonnes boussoles, tu vois. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, c'était un petit peu... Moi, c'est pareil, tu vois, j'ai découvert vraiment le milieu de l'e-sport et du streaming via eux. Et c'était complètement une autre époque, déjà. Oui, c'était pas du tout pareil. Quand tu me dis, les sites internet étaient beaucoup plus importants que maintenant. Maintenant, ouais, tu vas soit sur Twitch ou Twitter pour avoir tes infos.
mais beaucoup moins sur les sites Bah, d'information. disons que les gens vont toujours sur des sites parce qu'ils y vont. Enfin, un des sites, c'est Google en fait. Ils vont par Google. Donc Ouais, ils tombent sur c'est ça. des sites. Mais avant, on allait sur le site en question sans passer par Google, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui a Ouais, par changé. exemple, pour regarder les streams, moi je me rappelle les streams d'Eclipsia, je les regardais sur le site d'Eclipsia et pas sur, je sais plus, à un moment c'est sur Justine Dailymotion TV, et je tout crois. ça. Je crois que c'était. Ouais, mais Mais oui, c'est ça. c'est C'est ça. exactement ça. Mm. Tu allais sur la page du site pour avoir l'embed de son truc, tu vois. Et Carrément. ça a complètement changé. Et, je pense maintenant, tu poserais la question à un jeune, il te dirait Fortnite, tu vois, ou League of Legends. En tout cas, le sujet et pas le autour, je pense. Ah, ou alors Carrément, ouais. l'influenceur. Ouais. Mais ça m'étonnerait qu'il cite un site, quoi. Ouais, il y a plus tout cet univers qu'il y avait à côté. Non. Parce que tu vois, t'allais voir les streams, après t'allais voir des articles, t'allais dans les chats, et trucs comme ça. C'était assez différent. Les forums aussi. IRC, t'avais Ouais, IRC à IRC. l'époque. Ouais. Tu t'imagines, c'était un chat que tu installais en plus. Ah, c'était incroyable cette époque-là. Ouais, voilà. Donc ouais, ça m'intéresse énormément et ce qui m'intéressait beaucoup, c'est de voir comment ça allait évoluer parce que j'étais sûre que ça allait évoluer pour le coup. Pas, je suis pas du tout une grande fan ça va devenir le sport et tout. Je suis pas dans cet état d'esprit-là, mais je savais par contre que ça allait marcher dans toute la partie influence. Moi, j'ai toujours été pas fan de télé-réalité, mais j'ai toujours été assez impressionnée par le monde qu'a créé la télé-réalité. Ce que ça induit chez les gens, les journaux people qui en sont sortis autour, les sites d'actu, les news, le buzz, la notion de buzz, enfin tout ça a été issu de toute cette notion de Big Brother. Et le gaming avait ce petit côté-là, un petit peu de bulle, mais de bulle qui allait marcher, tu vois. Et ça m'intéressait vraiment énormément de voir comment et d'y participer. Et du coup, quel a été ton premier pas de manière professionnelle là-dedans? Est-ce que tu as fait un stage? Comment ça s'est passé? Ça a commencé avec Corbier. Ouais. Du coup, donc j'écrivais bénévolement sur Thunderbot. Ça n'a pas duré longtemps. Ils ont été rachetés ou recrutés, je ne sais pas exactement, peu importe. Ils ont été recrutés par Millennium. Et là, ça devait pas se passer comme ça, mais moi j'avais pas mal d'ambition, j'avais envie d'avoir un stage, j'avais envie de commencer, pas à virevolter un petit peu comme les autres métiers d'e-sport. Enfin, tu te souviens avant, enfin, c'était très très précaire quand même. Ouais. J'avais pas envie de faire ça. À côté, j'avais des études et tout, j'avais des responsabilités, je pouvais pas me laisser trop de temps pour faire ça. Donc j'avais quand même un gros but d'avancer, donc j'ai été quand même très insistante. C'est-à-dire que j'ai enquillé une dose de travail monstrueuse. Je me suis déplacée, non pas dans les bars boire des bières, mais à des endroits qui allaient servir en gros à mon XP professionnel. Et puis un jour, j'ai eu un coup de chance, parce que ça marche comme ça aussi dans ce milieu-là. La personne qui devait partir à à Cologne pour la Gamescom ne pouvait pas. Ok. Pour Millennium, et Corbier m'a proposé parce que je parlais anglais. Super opportunité. Voilà, et il m'a proposé d'être le main intervieweur de la Gamescom pour Millennium. Du coup, j'ai fait ça. J'ai dit ok, pas de problème. Et à partir de là, j'ai eu la chance, et c'est tout est ça dans l'e-sport. C'est qu'à un moment, tu as une chance qui se présente à toi, et si tu es armé pour réussir cette chance-là, il y a très très forte chance que ça se transforme après pour toi. Et c'est ce qui s'est passé pour moi en gros. J'ai été pris en stage, puis en CDD, puis en CDI, etc. quoi. Mais il faut être armé, c'est-à-dire qu'il faut fournir un travail personnel en amont, non pas bénévolement en pensant que c'est les relations qui vont te donner du travail, mais en pexant, pour utiliser ce vocabulaire, tes compétences personnelles, tu vois. Ouais, c'est sûr, parce que là, déjà, tu avais quand même une petite expérience derrière, tu n'y es pas allé en mode tu n'y connaissais rien et allez, on va y aller comme ça, parce que bon, sinon, c'est un peu compliqué quand même. Non, ça faisait 1 an et demi que j'écrivais des articles partout, je connaissais tous les joueurs de LCS et leur historique par cœur, sur le bout des doigts, leur palmarès, les rotations, tout. Je connaissais tout. Tu vois, comme Laure, tu vois, Laure, elle est extrêmement calée en ce moment, mais le travail qu'elle fournit derrière, faut s'en rendre compte, quoi. C'est énorme, journalistique. Tu vois, voilà, exactement. Donc derrière, bien sûr que tu as un coup de chance et on te propose ça parce que tu parles anglais, coup de bol, et puis t'es pas gêné devant une caméra, coup de bol aussi. Mais derrière, tu as un travail qui est monstrueux à fournir, quoi. Donc, et d'ailleurs, à l'appui, j'ai encore tous mes petits carnets, parce qu'à chaque fois que je partais en event en tant que journaliste, j'ai acheté un carnet différent. Ok. Et à l'intérieur de ce carnet, c'est genre une bible. Ah ouais. Il y a tout.
Il y a le travail de toutes les interviews qui sont construites, il y a les informations collées de temps en temps, des photos, des dossiers presse qui nous sont envoyés avant, t'as tous les palmarès des joueurs, les transferts, les analyses de la game, et t'as des petits carnets pour tous les événements que j'ai fait, quoi. C'est trop cool, tu vas relire ça dans quelques années, tu vas te dire ah ouais, il s'était passé ça. C'est trop bien. C'est ça. C'est ça. Et à quel moment en fait t'as décidé de passer en full time là-dessus, que t'as peut-être lâché tes études ou le métier que tu faisais pour te dire je me lance là-dedans et ça devient mon métier, quoi. Dès que j'ai eu le stage. Ok, directement. Ouais, dès que j'ai eu le stage, j'habitais à Paris, le stage était à Marseille, donc ah ouais. J'étais plutôt all-in, quoi. Ouais. Tu vois, Du coup, déménagé. J'ai déménagé. J'ai eu la chance d'avoir une personne comme Casar, Robert, qui travaillait chez Millennium à l'époque, qui m'a hébergé, qui m'a donné une des chambres en coloc dans son appart. On était 4 à l'époque dans l'appart pour un prix, tu vois, cool, quoi. Tu vois, je payais 250 € de loyer, tu vois. Ah oui. J'étais juste à côté du taf, je galérais de ouf. À l'époque, le stage, c'était pas 550, c'était 425 €. Ouais. Donc c'était une galère. Chaque mois de mon stage était une galère pas possible. Mais bon, j'avais mis de l'argent de côté avant, j'ai toujours travaillé à côté de mes études et tout, donc j'avais mis un petit peu d'argent de côté. J'ai pris des responsabilités, j'ai réussi à avoir un prêt de l'État à taux zéro pour m'engager dans tu vois, des conneries comme ça, en gros. Parce que j'avais des bonnes études, enfin... Et en fait, ça m'a permis de partir à Marseille, certes en all-in, mais pas non plus en offrant ma vie au gaming non plus, tu vois. Faut pas faire ça, enfin, faut jamais faire ça. Ouais, t'avais quand même, enfin, tu pouvais te le permettre, quoi. Si ça avait pas marché, je pense que j'aurais été dans la merde pendant l'année qui aurait suivi. Mais cette année qui aurait suivi de merde, avec les études que j'avais, j'aurais pu rebondir, tu vois. Donc c'était un risque contrôlé quand même. Oui, t'avais quand même quelque chose à côté, histoire de si jamais ça échoue, j'ai quand même du backup, quoi. Oui. Et du coup, après ce stage-là, qu'est-ce que t'as fait? T'es resté chez Millennium? Écoute, ils m'ont proposé de tenir le portail League of Legends. J'ai eu un CDD, ça s'est très bien passé. Le CDD s'est fini à Webedia, parce qu'on a été racheté entre-temps. Ouais. J'ai eu un CDI ensuite. Chez Webedia, pareil, j'étais en chef édito, je travaillais sur tous les déplacements journalistiques, je gérais plusieurs portails. Enfin, c'était vraiment très intéressant, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris beaucoup de choses sur Internet, mais aussi beaucoup de choses sur le monde de l'entreprise. Et puis je pense qu'à un moment, j'ai fait le tour. J'arrivais plus à être en phase, je m'étais fait mes propres expériences, mes propres avis, mes propres idées. Tu vois, j'avais 28 ans, 29 ans, tu vois. J'avais un avis sur la question, là où avant, je pense, j'engrangeais beaucoup de connaissances. Ça collait plus. Ma façon de vouloir bosser collait plus avec le système Webedia, qui est très bon. Vraiment, je tiens à le préciser. Webedia, moi, j'ai kiffé, quoi. C'est juste que ça collait plus avec ce que je voulais faire. C'est tout. Donc, on m'a proposé un travail en tant que rédactrice en chef chez Eclipsia. Et je me suis dit, tiens, cool, c'est une partie du gaming que j'ai jamais faite. On parle d'e-sport, mais on parle aussi de beaucoup d'influence, ce qui n'était pas encore très développé chez Webedia à l'époque. Du coup, je suis allée apprendre beaucoup des gens d'Eclipsia qui ont un savoir qui est limite unique. Tous les streamers qui sont passés de chez Eclipsia à Ashford et qui sont encore en activité ont un savoir qui est unique et il faut, quand on travaille comme moi autour, il faut en apprendre quelque chose. Et au final, cette année-là, tout le monde la connaît, c'est public. Ça a été un fiasco, non pas en termes de mon travail, mais en termes d'Eclipsia, quoi. En 2016-2017, il me semble à peu près. Ça doit être ça, ouais. Ouais, ça doit être ça, 2017, je pense. 2017-2018, un truc comme ça. Et du coup, tout le monde s'en va. Je m'en vais aussi avec mon associé de maintenant, Sébastien Chenaf, que les gens connaissent plutôt sur le nom de Drijoka. On se regarde, on se dit, écoute... Je pense que on n'a pas envie d'aller retravailler forcément chez quelqu'un. Il y a rien qui nous inspire plus que ça. Il y a des casseroles, chez beaucoup de sociétés. Et on n'a pas forcément envie de bosser, lui et moi, avec des casseroles, quoi. C'est quelque chose qui nous ennuie. On pense que les choses peuvent être faites moralement, même si c'est une solution plus difficile. Donc, on se dit, on n'a pas forcément envie de retenter l'expérience, on a eu assez. Est-ce qu'on crée quelque chose? Oui. Et là, on crée la société il y a 3 ans, du coup, en 2017, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, fin 2017. Et on crée la société avec notre axe, tu vois, au début, en se disant, on achète nos 2 petits PC portables. Déjà, pour nous, c'était un investissement de malade. Et puis on verra bien où ça mène, quoi.
Ouais, enfin, comment c'est déjà de fonder ton entreprise? Ça a pas dû être facile tous les jours. Comment vous vous êtes dit, bon bah c'est décidé, on se lance là-dedans. Est-ce que vous avez trouvé des aides? Enfin, comment ça s'est passé vraiment la création d'entreprise? Je pense que non, on n'a pas été comme ça. En fait, on n'avait pas vraiment le choix. On était tellement dans un bordel chez Eclipsia. Ouais. On a fait le tour, je pense, chacun de notre côté. Et quand on s'est retrouvés pour en parler, on était assez d'accord, en fait. Donc, on n'a pas eu de points d'accroche ou de complications. On savait ce qu'on voulait faire. On a vu petit au début, contrôlé. On n'a pas Mhm. du tout perdu du temps à aller chercher des aides et des choses comme ça. On n'a toujours pas d'aide, d'ailleurs. Ok. On n'a toujours pas d'aide, toujours pas d'investisseurs, toujours pas de trucs comme ça. Et c'était l'idée. L'idée, c'était de faire quelque chose qui soit à notre mesure, qu'on puisse contrôler, qu'on promette pas des choses à des gens qu'on ne pourrait pas tenir, tu vois, et qu'on voit si on pouvait déjà créer une base solide avant d'aller chercher la lune, quoi, tu vois. Et je pense que c'est un petit peu l'erreur dans l'e-sport, et c'est d'aller chercher la lune avant de créer la base, quoi. Carrément, ouais, de partir plus petit et après au fur et à mesure tu vois comment ça se passe et tu grandis ben, avec ton expérience, avec ce qui se passe et les Et avec opportunités qui l'argent que s'offrent à tu toi. gagnes aussi. Ouais, mais ça c'est hyper important. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que vous faites chez WSC Group? Ouais, qu'est-ce qu'on fait? On est les personnes qui font tampon. C'est-à-dire que ce soit dans le sens du client ou de l'influenceur, beaucoup de gens nous pensent qu'on est une agence de talent. Oui, mais par extension. À la base, WSC, c'est 3 parties. C'est une partie de talent, où on va conseiller les talents, on va les aider, mais rarement on va leur démarcher des choses. On démarche rarement des opérations, mais les talents sont au courant de tout ça, c'est pour ça qu'ils bossent avec nous, c'est pour ce système-là. On démarche rarement d'opérations uniques. Pourquoi? Parce qu'on pense que les marques passent toujours par les talents, donc on n'a pas d'apport pour eux. S'ils veulent qu'on gère pour eux ce genre d'apport unique, on le fait. C'est là qu'est l'extension de talent de joueurs. Nous, ce sur quoi on bosse et ce qu'on va chercher, c'est des financements et de la construction de leur carrière. C'est-à-dire que quand ils travaillent sur quelque chose, tu vois, comme Solari, qui ont fondé leur société, on va pas aller chercher le partenariat pour un tel ou un tel. Il va arriver dans sa boîte mail. On va le traiter pour lui, oui, mais on va pas aller le chercher. Par contre, aller chercher les partenaires pour Solari ou aller chercher des partenaires un peu plus long terme qui vont t'aider à construire un projet ou construire une émission que tu as dans les bacs et qui va te demander 5 mois, 6 mois de travail en amont pour que ça donne quelque chose de clean et surtout que tu puisses le faire en indépendant, ça c'est ce qu'on fait en gros. Ouais. On travaille la plupart du temps avec des gens qui sont assez expérimentés quand même et qui en sont entre guillemets à ce moment-là dans leur carrière à se dire bah voilà j'ai envie de créer des choses qui sont soit qui ont mon nom soit qui ont ma patte. Comment est-ce que je peux y arriver sans m'endetter? Comment est-ce que je peux y arriver en trouvant peut-être des partenaires ou en créant des business models ou des petits tricks qui vont les aider. Et on travaille plutôt sur ça avec eux. On va travailler du coup forcément sur leur communication qui va autour. Et c'est là qu'intervient l'agence de talent. Mais on travaille énormément aussi chez WSC sur 2 autres thématiques. On travaille sur le média. On a un site web qui s'appelle Breakflip, qui est du coup le 2e site web français. Et sous Breakflip se trouve grosse quantité de personnes qui sont spécialisées dans le jeu vidéo et qui vont travailler sur les projets des différents influenceurs, tu vois, qui vont les aider quand ils font des émissions, par exemple Dwagby ou même G ou même Fortnite ou même Riot ou de temps en temps tu vois c'est Breakflip et leurs gens spécialisés qui vont écrire certaines fiches, qui vont écrire certains articles, qui vont en fait spécialiser l'émission, tu vois, l'édito de l'émission. Et ensuite à côté de ça on a une 3e activité où on travaille avec les influenceurs mais on travaille avec les marques. C'est-à-dire que la marque va venir vers nous avec une problématique. Ça peut être on a envie de mettre en place ça en France, on a envie de faire une équipe, on va les aider en marque blanche à travailler là-dessus et à faire en sorte que le projet soit un succès, et publiquement, et d'un point de vue business. Ok, ouais, c'est quand même beaucoup de choses. Vous êtes combien là actuellement à travailler? On est une 20aine en CDI. Ok, bah, ça se passe bien alors en CDI en plus, c'est cool que... Ça se passe bien. Ouais, c'est super, partir de 2 comme ça et arriver à 20 personnes en 3 ans. On se développe bien, on est content et c'est pour ça que bah on bosse beaucoup, mais c'est cool. Donc et puis on crée des équipes aussi avec des jeunes. Enfin, tu vois, moi j'avoue, je pensais, tu vois, en venant à Tours, j'allais peut-être avoir du mal à faire venir des gens à Tours ou que les jeunes allaient peut-être pas avoir envie, mais en fait on recrute énormément dans la région. Ouais. Et des jeunes qui sont, enfin,
c'est dingue, quoi. Donc, enfin ouais, c'est surtout ça qui est hyper intéressant, tu vois, c'est peut-être d'ouvrir un petit peu des postes, tu vois, et voir du sang neuf, et voir des nouvelles idées, des gens qui t'amènent des trucs, de leur propre expérience, et plus que être entre anciens, tu vois. Ouais. Ce qui est un petit peu le cas quand t'es sur Paris. Ouais, c'est clair. Oui, d'ailleurs, pourquoi vous avez décidé d'aller à Tours et pas à Paris, justement? Ah, déjà, moi j'ai pas envie de me tenir debout et d'avoir 50 000 euros en dessous de mes pieds, déjà. Genre, j'ai pas envie de payer des loyers de malade, c'est un truc qui me met mal à l'aise. On avait envie d'avoir une qualité de vie sans s'endetter correcte. Donc déjà, d'un point de vue personnel, on avait envie de vivre pas à Paris. On sait, Solari, c'était une des villes aussi Tours qui les intéressait, nous aussi. Breakflip était en train de se monter sur Tours, eux ils habitaient à Tours. On s'est dit, bah écoute, on connaît bien la région, c'est à 1 heure de Paris. Ça nous permet d'avoir des loyers moins chers, de pouvoir avoir des locaux, tu vois, pour moins cher. Parce qu'il y a ça à Paris aussi, tu vois. Enfin, et on n'a pas envie de bosser dans, tu vois, dans un environnement restreint aussi. Ouais. Donc voilà, pour toutes ces raisons, on s'est dit que Tours, c'était top. Et puis on connaissait déjà. Et puis c'est beau. Franchement, c'est beau, quoi, tu vois. Ouais, c'est une belle ville. Ouais, de ouf. Mais c'est plutôt sympa. C'est pas trop grand. Et puis c'est vrai qu'il y a un peu l'ambiance Paris, c'est totalement différent de l'ambiance à Tours. Ça n'a rien à voir, quoi, clairement. C'est ça. Et puis même quand on sort, tu sais, les gens sont... Enfin, c'est sympa, tu vois. C'est un peu plus détente, c'est un peu moins risqué. C'est... Enfin... Ah, c'est... Et puis quand un jeune arrive ici, tu vois, un jeune joueur ou un jeune... Bah, il est aussi plus en sécurité, il est plus au calme, il est moins dans les délires peut-être aussi de tentation, tu vois, qui sont pas forcément bons quand tu dois te concentrer. Ou... Donc pour toutes ces raisons, on s'est dit que c'était une bonne solution, en tout cas au début, quoi. Et au niveau des locaux, au début, vous avez changé de locaux. Comment ça s'est passé? Est-ce que directement vous avez pris quelque chose d'assez grand ou bien vous avez dû évoluer? Alors la première année, nous, on a bossé en télétravail. Okay. Ce qu'on s'est dit, c'est que la première année, on allait rester sur Paris en télétravail, le temps de trouver nos apparts, déménager de Paris, etc., trouver des locaux. Ça a duré environ 7 mois, je dirais, 7-8 mois, tu vois. On a recruté quelques personnes autour, des personnes qu'on connaissait. Corbier qui nous a rejoints, Sébastien Vergès qui travaillait chez Webedia à l'époque, mais qui était encore chez Webedia, lui, qui nous a rejoints aussi. Et on a recruté, tu vois, quelques personnes qu'on connaissait, qui ont agrandi l'équipe, avec qui on savait qu'on allait pouvoir bosser en télétravail. Et quand on a commencé à recruter notre premier employé, c'est-à-dire le premier employé qui ne soit pas habitué au rythme du n'importe quoi de l'e-sport, tu vois. Ouais, ok. On n'avait pas envie de le mettre dans ce que nous, on avait un peu vécu, tu vois. Un peu le mode à l'arrache. On avait envie que ça ressemble à un environnement de travail normal, en gros. Et là, on a pris des locaux, et on a pris des locaux à Tours. D'accord. On a pris des petits locaux au début. Enfin, des petits locaux. On a pris quand même 140 mètres carrés de locaux. Ah, c'est déjà bien. Au début. Ouais. C'est déjà pas mal, mais on est à Tours. Donc, enfin, voilà, garde ça à l'esprit, tu vois. C'est clair. Donc on a pris des locaux et en fait on pensait que ça allait nous durer 2-3 ans, mais en fait là on déménage parce qu'on est trop, quoi. Du coup là on déménage le mois prochain. Ah oui, bah c'est pour ça que ça va être un petit peu speed, mais en tout cas c'est cool de voir que en si peu de temps, enfin même si quand même 2-3 ans c'est déjà pas mal, mais vous changez déjà de locaux, de prendre plus grand. Toi comment tu vis ça un petit peu le fait de se retrouver à 20 personnes en si peu de temps, comment tu le vis? Bah je suis... J'ai 2 personnes en moi. J'ai l'adulte de 33 ans qui a des responsabilités tous les jours, qui peut pas rester au lit, tu vois, et qui regarde ça d'un œil hyper analytique, hyper contrôlé, hyper réfléchi, hyper calme. Et t'as quand même la petite fille en moi qui restera en moi, j'espère, tout le temps, qui est contente, tu vois. Qui est contente parce que c'est cool. C'est cool de voir des gens autour de toi qui sont contents. C'est cool de pouvoir leur offrir un environnement de travail bon. C'est cool de pouvoir réfléchir à tu vois, est-ce que tu prends une fontaine à eau ou est-ce que on marche à l'écologie, tu vois. Enfin, c'est cool, c'est marrant et c'est sympa. Voilà. Donc c'est ces 2 personnes-là et qui forment ma réaction, je pense. Et bah d'ailleurs, c'est drôle, mais la petite Iris que tu avais en toi, qu'est-ce qu'elle voulait faire plus tard? Est-ce qu'elle s'imaginait faire ce travail-là ou bien tu avais complètement autre chose en tête? Alors, guerrière, déjà. Moi, j'aurais voulu être guerrière, déjà, quand j'étais petite. Donc ça, c'était numéro 1, mais après, j'ai compris que ça n'existait pas. Et après, j'ai toujours été très, 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 très passionnée par l'évolution du corps humain.
tout ce qui touche à la génétique, tout ce qui va toucher au développement des espèces, enfin toutes ces choses-là. Ok. Du coup, je m'imaginais de mes yeux d'enfant travailler là-dedans parce que je pensais naïvement que en faisant des super études, j'allais aller travailler sur des maladies et faire des choses qui comptent. Et en fait, cette petite Iris, elle a découvert au fur et à mesure qu'en fait, ses connaissances sur le muscle, la nutrition, l'évolution d'une cellule souche et tout ça, ça allait servir aux sportifs, à l'entraînement, au maquillage et à l'agroalimentaire de gros, tu vois. Ouais. Enfin, pas de gros, de masse, quoi. Ouais. Et Des illusions. et là, ça m'a... Ouais, des illusions. Des illusions parce que moi, je travaillais à côté. Je savais bien que pour accéder, en fait, aux très rares postes, mais, tu vois, dans le médical ou dans la recherche qui m'intéressait vraiment, tu vois, à la base, ben, il fallait être major de sa promo et honnêtement, je pouvais pas. Je travaillais à côté, j'avais d'autres passions et puis j'avais pas envie aussi, tu vois, de faire que bachoter. Je pense que ma passion c'est relativisé à ce moment-là, tu vois. Et mais oui, je pense qu'il y a vraiment une grosse différence et c'est ce dont on nous prévient pas assez quand on étudie théoriquement les choses. Il y a une énorme différence entre ce que t'aimes en tant que matière et ce que t'aimes en tant que connaissance et ce que tu aimes faire dans la vie. Ouais. Et moi, j'aurais été toute seule dans mon bureau, je pense que je ne serais plus jamais allée au travail. Ouais, puis Je pense que je me serais ennuyée. comme tu le disais, quand tu étais petite, t'aimais bien un petit peu faire un peu de tout. Et puis là, c'est vrai qu'on le retrouve un petit peu quand même dans ce que vous avez fait. Vous faites pas mal de choses. Ça peut te permettre de switch à un moment ou à un autre si tu as envie de faire quelque chose d'autre. Et puis même en tant que présidente, j'imagine que tu dois faire plein de choses toute la journée hyper diverses et variées. Donc, est-ce que tu peux un peu nous dire qu'est-ce que tu fais concrètement dans ton travail, même si j'imagine qu'il y a des centaines de choses, mais si tu as un exemple. Écoute, des centaines de choses. Qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, je peux te dire ce que j'ai fait aujourd'hui. Par exemple, oui. Ce matin, je me suis levée tôt. Je me suis levée, il était 7h30. J'ai fait comme tous les matins, j'ai mangé un pain au chocolat, un verre de jus d'orange et du thé. En regardant, tu sais, Internet, Twitter, ce qui s'était passé pendant la nuit, les messages des conves, etc. Enfin, tu vois, en gros, je fais ça. À 9h, j'ai commencé les premiers calls. J'ai enchaîné des calls stratégiques sur des présentations diverses pour mes rendez-vous de demain avec les différents secteurs jusqu'à 11h30. Après, je suis allée prendre une douche. Et ensuite, j'avais un rendez-vous à 13h30, un rendez-vous à 15h30 et un autre rendez-vous à 16h15. Et ensuite, je suis arrivée à toi. Voilà. Ouais, c'est hyper chargé, quoi. Là, honnêtement. Ah ouais, c'est globalement environ ça, quoi. Quasiment chaque jour. Et dès que je vois que j'ai un trou, je prends du temps pour moi. Voilà. T'arrives quand même à te détacher, à te prendre des vrais week-ends, à pas être tout le temps dans le travail, ou t'as un peu de mal? Des vrais week-ends en mode je regarde pas mon téléphone, non. Ouais. C'est pas possible. Je prends une semaine par an où je fais ça, ou 5 jours où je fais ça, où je coupe vraiment. Mais sinon, non. Mais ça ne me gêne pas. Ce qui me gênait avant, ce que j'arrivais pas à faire, c'est que j'attendais d'avoir un vrai week-end pour faire des trucs personnels. J'ai réussi à me sortir de ça et tu vois, je suis dédramatisée et déculpabilisée avec le fait que si tu vois, j'ai un trou par bonheur en plein milieu d'une après-midi d'un mardi, je vais aller faire un truc pour moi à ce moment-là. Et ça peut être aller chez le coiffeur, aller faire des boutiques, passer du temps avec des gens proches de moi, voir une de mes copines, aller chez Decat, creuser des trous dans mon jardin pour mettre des fleurs, quoi. À 15h d'après-midi, même si j'ai un call de ouf après. Ok. Je me limite plus et en fait, on est obligé de faire ça. Si je fais pas ça, j'ai plus de vie. Voilà. Ouais, et puis tu t'adaptes ton emploi du temps en fonction de ce que tu as dans la journée. Et c'est aussi ça qui est bien d'être son propre patron pour pouvoir faire ça, quoi. C'est ça. Mais le risque, et c'est ce que je faisais pas la première année, c'est de pas le faire en fait. C'est de te dire si jamais je m'en vais 1 heure, il va se passer un truc. Ouais, il se passe un truc. Ça, je te jure, 80% du temps, il se passe un truc. Mais c'est pour ça qu'on grossit, c'est pour ça qu'on recrute des gens, c'est pour ça qu'on forme des gens et j'ai de plus en plus confiance en mes équipes pour, tu vois, pouvoir gérer les problèmes. Tu vois. Parce que sinon, en termes de charge mentale, si tu dois tout penser toi-même, c'est au bout d'un moment, tu exploses, quoi. T'exploses et puis t'es moins efficace, t'es moins terre à terre, t'as moins de recul, t'es obligé d'avoir du recul sur la situation. Plus tu grossis, tu vois, comme tu dis, on fait beaucoup de choses. Alors, on fait pas beaucoup de choses en même temps. On a plusieurs secteurs, il y a plusieurs sociétés en fait à l'intérieur du groupe, si tu veux. Et du coup, vu qu'il y a plusieurs sociétés, il faut une personne qui ait
un peu de recul sur tout ça pour les coordonner logiquement. Et si ta tête, elle est tout le temps dans l'actif, dans un enchaînement de tâches, bah, à la fin de ta journée de tâches, tu peux pas prendre du recul. Et c'est un travail que je fais vraiment chaque jour, de m'empêcher d'enchaîner des tâches, en fait. T'as des conseils un petit peu à donner pour essayer de se détacher, parce que c'est pas facile d'avoir du recul sur son propre travail, sur ce qu'on fait quand on est vraiment à fond dedans. Est-ce que toi, il y a quelque chose qui fonctionne bien chez toi pour réussir à faire ça ou... Déjà, il faut déculpabiliser. C'est un truc qui est très important. C'est-à-dire qu'il faut bien se dire que c'est pas parce que... Et ça, moi, ce que j'appelle mon cheat code, c'est que j'ai de la chance d'avoir un père qui m'a toujours laissé faire mes trucs. Et souvent, quand j'ai mes moments où je culpabilise, où j'ose pas prendre un peu de temps, où je n'arrive plus à prendre du recul, il faut avoir une personne dans son entourage, la plupart du temps qui est proche, ça peut être un ami, ça peut être ta famille, mais qui va me dire c'est ok, il se passe rien de grave, en fait. Juste, t'as pas été là pendant 1 heure, tu vois, c'est tout. Et quand t'arrives à déculpabiliser déjà, bah en fait, dès que tu sors d'une action, tu vois, là par exemple, dès qu'on va raccrocher, je vais lancer une game de TFT. Mais instant, hein. Tu vois ce que je veux dire? Okay, ouais. Et ça, s'il me faut quand même un temps de tampon, que j'aille faire ça, que je me prenne la tête, je vais jamais la lancer cette game de TFT. Ah, c'est clair. Et le lendemain matin, quand je vais me lever à 7h30, je vais être frustrée. Donc déjà se déculpabiliser et s'intégrer des routines. Moi je fais du sport, j'ai repris le sport cette année et ça a été aussi une bonne façon de me déculpabiliser sur des activités. Ok, ouais, donc t'as quand même toujours le jeu vidéo qui est hyper présent dans ta vie, pareil le sport, t'as toujours ce besoin en fait d'avoir quand même des activités et de pouvoir te libérer un peu l'esprit sur autre chose pour pouvoir bien vivre tout simplement, ouais. Quoi. Ouais, vraiment. Et tu vois, et je déculpabilise de temps en temps, j'aime bien, tu vois, faire à manger. Et si je finis à 21h, 22h, tu commandes Uber Eats, j'ai pas envie, tu vois. Du coup, ce que je fais, c'est que je fais à manger pendant mon dernier call, ouais. tu vois. Donc un peu de multitask. Tu vois, j'ai fait en sorte que je me fais des setups, tu vois, je vais chez moi entre 2 calls, je rentre chez moi pour pouvoir faire mes tâches ménagères et tu vois, faire ma lessive et j'essaye d'être, tu vois, de me connaître, de savoir à quel moment je vais avoir besoin de faire des choses de ma vie perso pour pouvoir ne pas la mettre entre parenthèses et pouvoir avoir toujours la tête un peu calme, quoi. C'est important, je pense. Ouais, tu t'écoutes beaucoup, quoi. Ouais, j'essaye. Et de toute façon, quand je m'écoute pas, j'ai la chance, comme je t'ai dit, mon père fait attention à ce que je parte pas trop loin, vu que je suis hyper active, il fait attention quand même. Tu vois, que je parte pas trop loin parce que je peux, si je suis lancée, ne pas me rendre compte que j'ai soif ou que j'ai faim, ou tu vois. Et j'ai des associés qui sont top aussi, tu vois, et on se rappelle à l'ordre tous quand on travaille trop. Parce que quand tu travailles trop, tu ne te rends pas compte que tu travailles trop. Ouais, c'est clair. C'est qu'après, une fois que t'es en burn-out, malheureusement, souvent, que tu te rends compte que ah oui, mais là, c'est vrai que je me suis pas trop rendu compte que j'étais à fond là-dedans, que ça fait 1 semaine que j'ai pas pensé à prendre soin de moi. Enfin bon. Donc c'est cool que t'aies des associés qui soient là pour toi et enfin même inversement que vous soyez tous là les uns pour les autres. Il y a beaucoup de personnel, même si c'est du professionnel à la base, c'est vrai qu'il y a quand même ce côté personnel qui rentre en jeu pour prendre soin les uns des autres, quoi. Et puis tu sais que l'état de stabilité et le bien-être de la personne fait aussi sa performance. Donc si la personne a besoin de faire une sieste la semaine, laisse-la faire une sieste. Tu vois ou pas? C'est un mode de fonctionnement qui est pas trop français, non, mais pas du tout. Qui, je pense, va se développer de plus en plus. Est-ce que du coup, dans votre entreprise, vous avez pris un petit peu des mesures comme ça au niveau des locaux, par exemple, te donner des pauses ou faire en sorte d'avoir des emplois du temps souples, pas vraiment à la française où tu arrives à 8h, tu pars à 17h, tu badges, tu as les heures hyper comptées, tout ça, enfin, c'est très carré en général. Oui, ils sont totalement libres d'avoir leur emploi du temps. Et bizarrement, quand tu les laisses être libres, c'est-à-dire que s'ils veulent, ils peuvent ne pas venir et faire une journée de télétravail. Ils ont juste à prévenir la personne responsable pour l'histoire de légal, etc. Mais ils peuvent, tu vois. Okay. Ils peuvent, en gros. Et moi, c'est important pour moi. Et en fait, ce dont je me rends compte, c'est que... Et c'est pour ça qu'on prend des locaux plus grands, parce que on se dit vite, non, ils font ce qu'ils veulent, ils restent chez eux. Non. En fait, très vite, vu qu'ils font ce qu'ils veulent, et que s'ils ont envie d'arriver 1 heure en retard, peut-être que moi, je vais arriver, parce que je vais arriver tôt, et je vais dire, il est où un tel? Et un tel va me dire, il n'est pas encore arrivé. Il sait très bien qu'il va pas se faire engueuler pour ça, parce qu'il sait très bien que si il doit décaler son temps de travail parce qu'il y a un truc qui a pop, il le fera. Ouais. Il le fera parce que du coup ça lui a permis peut-être la veille
j'espère pour lui de sortir avec ses potes ou de voir sa famille ou tu vois et de se lever peut-être 1 heure plus tard et d'être plus reposé. Tant que le travail est fait et tant que tu es joignable aux heures ouvrées pour le monde normal, tu vois, c'est bon. Et à côté de ça, on fait en sorte d'avoir des endroits dans la société où les gens peuvent se poser, discuter entre eux. Tu vois, par exemple, tous les midis pour les nouveaux et ceux qui ne sont pas des anciens de l'e-sport, il y a un, je peux pas dire comment ça s'appelle, mais il y a un point e-sport en gros. Ok. Et raconter une histoire du monde de l'e-sport. D'accord. Voilà. Ah, c'est cool ça. Voilà, il y a un tableau blanc et il y a une demi-heure où et puis du coup ils se sont fait des petites routines, ils amènent des gâteaux qu'ils font et ils se font une demi-heure de point e-sport quoi. Et ils racontent qui est qui a fait quoi, etc. etc. Ouais, ça... Et ce genre de petites choses n'arriverait pas si tu avais des horaires quoi. Ah non, pas du tout. C'est clair que ça n'a rien à voir. Et puis même, je pense que l'esprit d'entreprise n'est pas du tout le même, tu vois. Ça n'a rien à voir. Ah oui, non, ça n'a rien à voir, quoi. Du coup, forcément, ils font des trucs à côté. Puisqu'ils s'entendent bien, certains s'entendent moins bien, comme dans toutes les entreprises, c'est normal. Mais globalement, ils s'entendent bien et voire même très bien, parce qu'ils font des activités extra-société, tu vois, après. Ouais, et puis c'est toujours plus agréable d'être dans une boîte où tu t'entends bien avec tout le monde, où il y a un bon état d'esprit, tu travailles mieux, en fait. Ça paraît logique, c'est bête comme ça, mais bien c'est sûr que tu vas avoir envie d'aller au travail, tu vas apprécier ce que tu fais et c'est super cool, quoi. Bien sûr, tu vois, la dernière fois, il y a 2 personnes de mon entreprise, elles m'ont dit est-ce qu'on peut avoir notre après-midi et une salle de locaux pour peindre des pots de fleurs parce qu'on trouve ça tristoun. Ah ok. Tu vois, tu vois, c'est ce genre de truc où on n'est pas du tout regardant. Par contre, je suis extrêmement dure et toutes les personnes qui auront bossé avec moi te le confirmeront avec les deadlines, la précision des détails, tu vois, la qualité du travail. Tu vois, tu peux faire ce que tu veux, mais t'as qu'à bosser vite après du coup. Tu vois, je suis pas du tout permissive sur l'erreur du détail pour le coup. Ok, ouais, je vois. Donc t'es quand même assez souple en termes de temps, de loisirs, mais par contre, en termes de qualité, il faut que ce soit là et c'est carré, quoi, en termes de travail. C'est ça. C'est ça. Je pense, et je pense que c'est un petit peu l'esprit d'entreprise, c'est que du coup, va avec le côté bien-être et le côté chacun peut travailler comme il veut, une espèce de performance où les gens, au final, bossent mieux, peut-être dans des temps plus courts, mais bossent mieux, au temps où ils bossent. Et au final, j'ai pas de problème, tu vois, je gueule rarement, on crie rarement sur des gens, on n'a pas de gens qui profitent. Au final, ce qu'on voit, c'est que ce système-là, les gens sont du coup plus honnêtes. Parce qu'ils savent qu'ils vont pas se faire insulter par leur patron après, en fait. Parce qu'ils ont 5 minutes de retard ou 10 minutes de retard, ou ça n'arrivera jamais, quoi. Ouais, c'est bienveillant, quoi. C'est ça. Est-ce que toi, il y a un projet en particulier qui t'a marqué, que t'as bien aimé faire, qui sort un petit peu du lot Moi, je fais plus trop de projets maintenant. J'ai plus le contrebalancier un peu négatif que j'ai à cette place-là, c'est que je fais plus de trucs fun, plus de trucs trop fun. Du coup, j'ai de moins en moins de projets et je regarde, en fait, c'est marrant, mais je regarde ça comme une maman. Je regarde tous les projets et je suis en mode « Oh, c'est bien ce qu'ils ont fait. Oh, vous avez vraiment fait ça. Waouh !» Et tu vois, en fait, souvent, maintenant, je découvre les projets qui se montent parce que je fais d'autres choses. Et du coup, je suis assez émerveillée à chaque fois parce qu'ils arrivent à pull off, que ce soit un influenceur indépendant ou un gros influenceur ou même avec des marques. Et j'aurais du mal à choisir maintenant, là où je pense qu'il y a 1 an ou 2, j'aurais pas hésité, tu vois. C'est trop drôle de se dire que tu découvres un peu les choses comme ça et ça fonctionne bien en fait. Si tu te dis que toi t'es émerveillé par ce qu'ils ont fait, c'est que c'est cool et c'est bien aussi d'avoir cette possibilité-là, même si du coup t'es un peu moins là-dedans, mais c'est quand même sympa, quoi. C'est ça, je suis moins active là-dedans, mais aussi ça me permet d'être un peu comme un viewer, ce que j'avais perdu quand j'étais en opérationnel, tu vois. Découvrir, il y a des moments, je te jure, je découvre des vidéos de Solari en même temps que vous, et que je suis en mode, c'est trop drôle, trop bien, tu vois. Je découvre, tu vois, les subbots de Jill, ou je découvre ce genre de trucs, et peut-être qu'ils en ont parlé dans des conves où je suis et tout, mais j'ai plus trop le temps, donc c'est vraiment, c'est aussi un plaisir de voir ça, quoi. Ouais, et puis ça te permet, comme tu disais aussi, d'avoir un certain recul là-dessus et de pas être tout le temps. Parce que quand tu es dans les projets vraiment à fond, des fois tu te rends pas compte que ce que tu as fait c'est bien. Et d'avoir ton patron qui te dit « Ah, c'est trop cool !» Mais c'est hyper plaisant, quoi. J'imagine que pour tes employés, c'est cool d'entendre ça, je pense. J'espère. Je pense, ouais, j'espère. Moi, je suis très expressive, donc quand c'est cool, c'est cool, quand c'est pas cool, quoi.
Donc, mais ouais, non, franchement, je suis assez contente des gens qu'on a recrutés et de leur travail parce que honnêtement, toutes les personnes qu'on a recrutées cette année, elles m'ont permis justement de prendre ce recul parce qu'elles ont fait du très bon travail, quoi. Sinon, j'aurais jamais pu. Bah oui, c'est sûr. Est-ce que toi, tu as un petit peu envisagé déjà ce que tu aimerais voir par la suite, l'évolution vers laquelle tu aimerais te tourner? Ou c'est un peu compliqué? Oui, je suis en plein là-dedans en ce moment. Je peux pas trop l'exposer parce que c'est de la stratégie, mais oui, Oui. ça va grossir. Il va y avoir pas mal d'annonces, on va dire, Ok. en fin d'année. Oui, ça avance bien et mon envie, elle est de grossir encore cette façon de faire et pouvoir l'étendre, voire l'exporter. Hmm. Ok. Et toi, personnellement, à titre de ton travail en tant que tel, est-ce que tu dois faire ça encore beaucoup d'années ou est-ce que tu aimerais faire autre chose plus tard? Enfin, est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? Je sais pas. J'aime ce que je fais, j'aime l'adrénaline que ça me procure chaque jour. J'aime vraiment participer à cette création de nouveaux, tu vois, de nouveaux thèmes de divertissement ou de nouvelles. Je trouve qu'on a de la chance, tu vois, de vivre ça. Et est-ce que j'aurai le même avis quand j'aurai 40 ans? Je sais pas. Je me ferme pas, tu vois. Je sais pas. Franchement, j'essaie de réfléchir, je sais pas. Ouais, tu verras bien où la vie te mènera, Je quoi. verrai bien. Ouais, c'est un peu ça. Pour l'instant, c'est bien. Et ce qui est sûr, c'est que je suis pas une personne volatile. Tu vois, d'un coup, je prends pas mes valises et je m'en vais. Tu Hmm. vois, jamais. Même quand je l'ai fait pour Marseille, t'as vu, c'est toujours contrôlé. Donc, si un jour je décide de changer, ce sera jamais sur un coup de tête. Ce sera toujours parce que j'estime que c'est une bonne solution. Pour qui? Peut-être pour moi, peut-être pour d'autres. Je sais pas. Mais peut-être ça arrivera. Ouais, en tout cas, ce sera réfléchi, quoi. Ouais, ce sera pas sur un coup de tête. Est-ce que tu as des personnes qui t'ont inspiré ou d'ailleurs qui t'inspirent encore dans le domaine de l'e-sport, qui fait que t'en es là un petit peu aujourd'hui, des rôles modèles comme on dit? Je sais pas si c'est des rôles modèles. Je pense que surtout des gens que je trouve très intelligents ou très charismatiques. Tu vois. Mhm. Je pense que Drijo en fait partie. Ok. Ça a été un de mes maîtres de stage avec Corbier. Ils ont une petite génération de plus par rapport à moi et je pense que j'ai vraiment apprécié énormément cette façon de faire et de penser chez des gens qui sont intelligents et qui auraient les moyens de pas la jouer réglo. Ouais. Je pense que j'ai beaucoup de mal à respecter des gens qui, même intelligents, utilisent leur intelligence à des fins négatives. Et qui m'a beaucoup inspiré dans l'e-sport. C'est pas forcément des gens plus vieux que moi, c'est des jeunes. Je pense Thomas Renaud. Personne le connaît. Il s'appelle Druy sur Internet. C'est un mec que j'ai rencontré quand il avait 14 ans. Ok. Qui a commencé à écrire pour nous et je pense que c'est bizarre de dire ça, mais je pense que ce qui m'a inspiré chez lui, c'est cette hargne et cette motivation si jeune. Tu vois, c'est plus ce genre de parcours qui m'inspire plutôt que les parcours communs de gens qu'on pourrait citer, qui ont bien sûr des parcours inspirants et respectables, mais que j'ai pas croisés ou pas assez rencontrés pour me dire vraiment, ok, lui, j'admire, tu vois. Ouais. Évidemment, il y a des personnes, tu vois, comme classiques, tu vois, comme Romain Sambray, comme Raoul chez Webedia, qui sont des personnes avec qui j'ai déjà discuté, que j'ai croisé à certains moments et qui m'ont inspiré par leur discussion, leurs réflexions, Alban Deschlottes, tu vois, des Romain Bijard, Zaboutine, tu vois, avec qui c'est passionnant de discuter. Amine Mathieu, que j'ai rencontré il y a pas longtemps, le mec qui est monté par Twitter, qui est hyper intéressant aussi, tu vois, qui a une vision de la vie différente. Enfin, ces gens-là, évidemment, on peut en citer plein. Jill qui m'inspire chaque jour. Qu'est-ce qu'elle bosse, putain. Donc, tu vois, toutes ces personnes-là, il y en a plein en fait. Je suis plus inspirée par la hargne et par la motivation des gens plutôt que par leur titre à la fin. Ok, ouais, tu t'inspires vraiment des gens qui t'entourent et Oui. ouais, c'est hyper intéressant. Surtout quand tu travailles avec, Pour ça, tu t'inspires tous les jours, quoi. ouais, une personne de 14 ans peut autant m'inspirer qu'une personne de 70, tu vois. J'ai eu la chance de rencontrer aussi un mec qui s'appelle Loïc, qui n'avait rien à voir avec l'e-sport au début de ma création de ma société et qui m'a prodigué beaucoup de conseils bienveillants, avec qui j'ai fait pas mal de partenariats et qui a, tu vois, eu pour moi, voilà, ce genre de personnes que j'ai croisées, pour qui j'ai beaucoup de respect. J'en oublie forcément plein.
Mais je trouve en général ce genre de trait chez un peu tout le monde. Ouais, c'est super cool de se dire que tu t'arrêtes pas juste, comme tu dis, au titre ou au fait d'armes, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Mais de se dire que tu peux très Ouais. bien t'inspirer de quelqu'un qui a 14 ans, c'est super cool parce qu'il y a plein de gens qui voient pas ça comme ça. Juste les gens Ouais. qui sont plus jeunes, ils se disent, bon ben, ils s'y connaissent pas, tu vois, ils ont rien à faire là ou ils ont pas d'expérience. Et ça, c'est Ouais. quelque chose qu'on voit quand même pas mal. Donc, Tu sais, moi, tous les jours, ou presque, je bosse avec des gens qui ont soit la moitié de mon âge, soit 10 ans de moins que moi, et qui font des trucs, moi, quand j'avais leur âge, à part aller sur les pelouses, fumer des pétards avec mes copines, je t'avoue, c'était un petit peu le vide quand même, tu vois. Enfin, je faisais du tarot et je partais Ok. au score, quoi. Enfin, et quand je vois de temps en temps des gamins à 15 ans, 14 ans qui font des trucs de malades, qui ont une rigueur d'esprit pour s'entraîner, si tu peux pas être inspiré par ça, change de métier, quoi. Tu vois, enfin, si tu reconnais pas de la grandeur à ce genre de comportement, Ouais, c'est clair. bon, voilà, tu vois. Que tu consommes le contenu ou pas. En Ouais, fait, ouais, tu vois, clairement. ça a pas de rapport avec le contenu. Oui, pour moi. bah tu peux très bien être inspiré par quelqu'un qui fait du contenu qui t'intéresse pas du tout, mais la personne en tant que telle est tellement engagée dans ce qu'il fait ou ce qui est fait, ça peut être hyper inspirant, même si de base c'est pas forcément le Bien contenu sûr. vers lequel tu vas te diriger, quoi. Genre Prime, tu vois, Prime, Ouais. le rappeur, youtubeur, c'est dingue tout ce que tu peux apprendre de lui, de son histoire, de sa vie, de sa façon de réagir, sa façon de réfléchir. C'est plein de gens sont bien plus que ce qu'on en voit sur les réseaux, en gros. Ouais, clairement. Bah, c'est vrai qu'il y a aussi tout ce côté un peu caché que les gens voient pas forcément et que toi, du coup, tu vois du côté, par exemple, du streamer ou de la streameuse qui va lancer son live, mais derrière, il y a beaucoup plus que ça, quoi. Les gens se rendent pas forcément compte. Bien sûr, et c'est surtout ça c'est la vraie, enfin, tu as la vraie personne que quand tu vois le tout en fait. Et c'est pour ça que ouais, je serais incapable de répondre vraiment clairement à cette question parce que c'est ça qui est bien dans ce milieu-là, c'est que tous les jours on rencontre des gens qui vont t'amener une nouvelle façon de créer, une nouvelle idée, une nouvelle, enfin c'est dingue quoi. Clairement. Puis il y a des façons hyper différentes et variées de voir les choses, quoi. Dans ce milieu-là, tout le monde a sa façon de faire et Yes. c'est très différent. Est-ce que tu aurais un peu une petite anecdote à nous raconter tout au long de ton parcours, quelque chose qui a pu te marquer au fil de ces années? Je sais pas, n- plein de choses. Là, je vois des flashs, plein de choses. Majoritairement, quand j'étais journaliste, quand t'es journaliste, t'es un peu, comment dire, un peu dans l'ombre. Si tu fais bien ton métier, t'es pas censé être Ouais. visible, en gros. T'es censé être à ta place, tu vois. C'est-à-dire, t'es censé être visible quand tu fais une production médiatique, mais t'es pas censé déranger les gens. Et du coup, tu assistes à beaucoup de choses. Et je pense que c'est surtout ça, évidemment, je peux pas les citer, mais quand j'ai vu des choses, ouais, J'imagine. what the fuck. Ah, c'est incroyable. Mais oui, instantanément, et vu que je peux pas les citer, elles prennent quand même dans ma tête le pas sur toutes les choses que je pourrais dire, donc non, je peux pas répondre à cette question. La femme de l'ombre qui voit tout. Ah, forcément, quand ton métier, c'est un métier de l'ombre, mais comme les prods, hein. Les prods, ce que j'appelle Ouais. les prods, il doit avoir mais des histoires, mais de dingue, tu vois, ou de choses que tu vois qui sont drôles ou dingues, ou enfin, c'est dingue, quoi. Non, rien à marquer. Évidemment, il y a plein de choses négatives qui peuvent te marquer, mais j'essaye de pas, tu vois, les retenir. Je fais le tri. Ouais, c'est important de pas se laisser abattre par tout ce qui est négatif et tu Non, peux évidemment, si jamais ça t'apporte de l'expérience, parce que ça peut te permettre d'évoluer par la suite, c'est intéressant, mais sinon, bon, c'est vaut ça. mieux pas s'arrêter là-dessus, quoi. C'est ça, c'est ça. T'as tout à fait raison. Est-ce que, selon toi, il y aurait quelque chose qui pourrait faire en sorte d'améliorer le secteur de l'e-sport? Qu'est-ce que toi, en fait, tu souhaiterais voir? Est-ce qu'il y a quelque chose encore dans le milieu qui pourrait éventuellement te déranger? Hmm. Je pense que ce qui me dérange principalement, et c'est global, mais je pense que ce qui me dérange majoritairement, c'est le fait qu'on essaye de coller à l'e-sport ou au gaming, qui est quand même une discipline assez internet des règles du vrai monde. Et c'est souvent là où on doit encore répondre dans le monde du gaming ou dans le monde de l'e-sport parce qu'on n'est pas encore assez fort en termes d'influence ou en termes de stats ou en termes de peut-être de temps depuis lequel on existe. On doit encore se plier à plein de concessions qui sont des concessions qui apportent des codes de la télé, du sport,
des conventions associatives, des conventions entrepreneuriales, etc., etc. Et tous ces codes-là teintent, pour moi, encore trop l'essence même des projets e-sport ou gaming, ou en tout cas des projets Internet qui se créent. C'est-à-dire que ça rajoute énormément de frais, qui dénaturent très souvent et qui demandent du coup une très grande compensation de la part de la personne qui reçoit l'argent. Ça dénature la façon dont les influenceurs parlent aux viewers aussi, puisque pour se plier à certaines demandes, de temps en temps, ça doit être amélioré, alors que justement, le principe d'Internet, c'est justement cette discussion si pure de 1v1, tu vois. Et c'est un petit peu ça que je regrette encore, c'est qu'on se rend pas assez compte, peut-être, ou on n'ose pas assez, on prend encore cette solution de facilité qui est de oui, donne-moi ça, bien sûr que je vais faire ça pour toi. Et moi, j'essaye vraiment, en tout cas, c'est ce qu'on essaye vraiment de faire dans la société, c'est on essaye de pas se plier à tout ça et d'essayer de montrer que avec les techniques Internet et en gardant le produit e-sport comme il a été créé sur Internet, c'est avec ça qu'on aura le meilleur résultat. Et ouais, c'est peut-être un peu ça que je déplore encore un peu, c'est que on essaye trop de caler des choses qui ont déjà existé sur notre milieu, alors que la base de notre milieu est la nouvelle création. Ok, je vois tout à fait. Est-ce que tu aurais un conseil à donner, par exemple, une jeune femme qui aimerait faire ce que tu fais et se lancer dans ce milieu-là? C'est toujours la même chose, il ne faut pas culpabiliser. Il ne faut pas culpabiliser d'être une femme, d'avoir un avis et peut-être de parler un peu plus fort que ce qu'on te dit, qui est bien de dire, tu vois. Il ne faut pas avoir peur que nos actions aient une conséquence à vie. Bien sûr, si tu fais quelque chose d'illégal, ça va avoir une conséquence à vie. Mais si c'est juste du courage, ou de la témérité, voire peut-être même de l'insolence, c'est pas grave. Et si il faut être un petit peu plus insolente pour évoluer dans un monde qui est encore un petit peu masculin, faut pas voir ça comme un truc négatif, faut juste voir ça comme un moyen pour cette époque-là, comme à l'époque, on prenait le train pendant 5 heures au lieu de 1. D'arriver à ce qu'on veut faire. Il faut pas s'arrêter aux embûches qui pourraient arriver. Moi, j'en ai tous les jours et je te dis, mon cerveau fait une sorte de tri. Parce que j'ai pas honte ou je suis pas gênée de dire ce que je pense ou donner mon avis et de me tromper aussi. Et j'ai pas honte de me tromper, c'est pas parce que je suis une femme que mon erreur est pire. Et beaucoup de femmes, en tout cas moi c'est ce que j'ai beaucoup ressenti et c'est ce que j'ai dû dégoupiller chez moi pour pouvoir être à l'aise avec ça, c'est que souvent une femme va culpabiliser d'un échec ou culpabiliser plus facilement peut-être qu'un homme, en tout cas quand on est jeune fille. En tout cas moi c'est ce que j'ai vécu. Et une fois que j'ai réussi à me déculpabiliser du fait que oui, j'étais peut-être une des seules filles dans cette branche-là, dans un monde de mecs, au pire du pire, ils auront qu'à parler et puis c'est tout, quoi. Tu vois? Ouais, je vois tout et une à fois fait. que tu arrives à faire ça dans ta tête, c'est vraiment le meilleur conseil possible. Après, tant que tu es performante, les hommes et les gens et les femmes qui vont bosser avec nous, avec moi au quotidien, je vois pas de différence. Chez moi, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 filles. Ok, ouais. Tu vois, c'est pas aux locaux, tu vois, je parle. Et elles sont au milieu et de temps en temps, parce que comme je te dis, il y a des gens qui travaillent en télétravail et tout, et de temps en temps, il y a plus de filles que de mecs qui sont là. Ok. Et ça gêne pas les mecs. Alors si, il y en a peut-être un qui va sortir et dire parce que du coup, les filles ont plus propension à se liguer entre elles, tu vois. Et du coup, mais tout ça, c'est quelque chose qui est amené avec de la tolérance et c'est quelque chose qu'on a envie, tu vois, d'amener. Et une fois qu'on a déculpabilisé, souvent les obstacles qu'on se met, bien sûr, ça vient des autres, mais ça vient aussi de soi-même. Ça vient aussi du fait qu'on se limite et qu'on est gêné ou alors qu'en fait, t'es juste en train de faire ce à quoi t'es forte, quoi. C'est tout. Ouais, et puis comme tu le dis, moi je pense qu'aussi un sentiment qui est hyper récurrent, c'est la peur de l'échec. Le fait de se dire que... Et il y en a beaucoup qui tentent rien à cause de ça, de se dire, j'ai peur d'échouer, et la peur de l'échec est si importante, si grande, que du coup tu vas rien faire pour pas échouer, alors que t'aurais très bien pu réussir si tu t'en étais donné les moyens. Oui. Mais le fait d'avoir peur de ça, du coup tu vas jamais te lancer et tu passes sûrement à côté de choses qui pourraient être merveilleuses, quoi. C'est ça. Et c'est ce que je te disais au début de notre discussion. À un moment, tu as une offre, une proposition, et c'est ce moment-là où il faut go. Et c'est ce moment-là où tu peux pas te laisser retenir par
les on-dit, ce que les gens disent de toi, ce que les gens te regardent du coin de l'œil, est-ce que tu as des kilos en trop, ou est-ce qu'il y a un tel ou un tel dans la salle qui t'a déjà fait une réflexion ou qui t'a déjà fait un coup bas ou qui t'aime pas. Bah, si tu te laisses freiner par ça, ta performance, ta prestation, ta production sera forcément moins bonne. Et en fait, tu te seras un petit peu volé toi-même ta chance, tu vois. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. On a les moyens, même si c'est difficile et même s'il y a plein de trucs que je vis que mes associés vivent pas. Déjà, moi, j'ai la chance d'avoir des associés qui s'en rendent compte et qui ont conscience de ça. Mais même si c'est un petit peu plus dur, bah au final, tu fais ce que t'aimes faire et t'as pas à t'excuser, quoi. Ok, bah c'est un super conseil en tout cas. J'espère que, en tout cas, moi je suis tu vois, Xena, je t'avais dit, moi je voulais être guerrière quand j'étais petite. Voilà, c'est cet esprit qu'on retrouve là au final un petit peu quand même si c'est pas ton métier, au moins il y a un petit peu de ça quand même. C'est ça, yes, je suis une Xena moderne. C'est ça. Bah du coup, on arrive déjà à la fin des 1 heure, c'est passé hyper rapidement. Ouais, c'est vrai que c'est passé vite. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce qu'on peut te suivre si jamais il y a des gens qui seraient intéressés pour suivre tes aventures, que ce soit sur Twitter ou autre part? Alors, on peut me suivre sur Twitter. Mon c'est @calistou. Le point, c'est que je ne poste quasiment jamais. Je relaie des trucs, je n'écris quasiment jamais parce que... voilà. Parce que c'est trop compliqué, en fait. Genre, c'est trop compliqué. Donc, moi, c'est un truc que j'ai décidé d'arrêter il y a déjà très longtemps. Et je m'en porte très bien. Par contre, je relaie beaucoup de choses et je m'en sers comme grosse source d'information et de relais. Et puis, si je dois poster à un moment quelque chose, ça m'arrive, je le fais et c'est par là qu'on aura les plus grosses infos. Mais si on veut se renseigner surtout sur le business et la société, sur mon site web, qui est en train d'être fait, qui va être en ligne, je pense, d'ici 1 mois ou 2. Sur le site web de WSC Group, il y aura vraiment un gros panel de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on a, et sinon sur LinkedIn aussi, pour un côté un peu plus business. Voilà. Ok, ça marche. Bah merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour clôturer? Bah non, merci, ça me fait très plaisir d'être invitée dans ce genre de podcast. C'est ce genre de truc que j'aime faire, où comme je disais tout à l'heure, on est à proximité du public. On n'a pas forcément à mettre de filtre. Et on peut, sans se gêner, dire non, je peux pas répondre à cette question, ou rigoler, ou faire une blague. Et voilà, je te remercie pour l'ambiance que tu as mis dans ce podcast, et j'écouterai les autres avec attention. Et notre boîte mail, on répond à tout le monde. Si on vous a pas répondu, c'est que c'est arrivé en spam, ou c'est que votre mail, c'était du foutage de tronche. Évidemment, si t'écris un mail sans point dans tes phrases, franchement, abuse pas, quoi. Donc voilà, mais sinon on répond à tout, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de nous contacter par mail aussi. On recrute très souvent et surtout en ce moment, donc n'hésitez pas. Eh bien merci à toutes et à tous, j'espère que ce podcast en compagnie d'Iris vous aura plu et vous aura inspiré. N'hésitez pas à nous suivre et à nous faire vos retours en commentaire. On se retrouve très bientôt pour un autre podcast.